avec les événements, je me suis dit que ça serait intéressant de parler de l'Ukraine. La première chose que je voulais dire, c'était qu'il faut absolument se débarrasser des images et si on veut réfléchir avec un peu, disons, de raison et de sens commun, il faut supprimer le plus possible ces images-là qui entraînent des passions et qui paralysent complètement la capacité de réflexion. Je ne suis pas du tout un expert de l'Ukraine, je n'ai pas vraiment étudié l'Ukraine. Et pourquoi donc j'en parle? Sur les 3 dernières semaines, j'ai pas mal comment dire, investigué sur le sujet. Et donc j'aimerais vous décrire aujourd'hui, pas faire une œuvre d'historien, mais plutôt faire une œuvre de journaliste, telle qu'une journaliste d'opinion, telle que aurait peut-être pu le faire les journalistes, disons, d'avant-guerre dans l'action française, tel un Bainville, qui s'appuie sur disons, des connaissances historiques, des méthodes et la raison pour parler d'un sujet. Pourquoi je me permets de parler de ce sujet? En fait, il se trouve que si moi-même je ne connais rien à ce sujet et que je ne me suis pas du tout intéressé à ce qui s'est passé en Ukraine en 2014, puisqu'à l'époque on venait d'arriver au Japon et avait d'autres choses, donc je ne connaissais pas très bien le problème avant ce qui se passe à l'heure actuelle. Il se trouve qu'en classe préparatoire, nous avions un professeur d'histoire-géographie très brillant, et cette professeure nous avait fait pendant 2 heures un cours magistral sur l'Ukraine qui était complètement hors programme et qui n'avait rien à voir avec le programme que nous devions étudier parce qu'elle était passionnée de l'Ukraine en fait. Elle allait tous les étés en Crimée. Et ça, c'était en 2009, donc c'était avant Maïdan, etc. Et ce cours avait été. Alors, j'ai pas. Enfin, c'est en France que j'ai mes notes de cours, mais bon. Mais ça m'avait beaucoup marqué. Ça avait beaucoup marqué aussi mon épouse. Et ce qui était, donc, elle nous avait présenté l'histoire de l'Ukraine, les enjeux géopolitiques autour de l'Ukraine, que ce soit voilà, géopolitique et économique. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était sa conclusion, parce que c'était donc professeur d'histoire-géographie, donc qui était très factuel et qui ne se permettait pas de dire un quelconque jugement en général. Mais ce jour-là, elle avait fait une entorse à sa règle d'or et elle nous avait conclu, dans son style très particulier, alors, je vais vous donner alors, je la cite, grosso modo, en substance, je vais vous donner mon opinion personnelle. Je pense que l'avenir de l'Europe se jouera en Ukraine. Elle nous avait dit ça à l'époque. Et vu le cours, ça m'avait marqué. Et puis évidemment, avec ce qui s'est passé là, depuis un mois, ça est revenu en mémoire. Et pendant ces classes préparatoires, l'école à laquelle nous avions été formés, c'était Pascal Gauchamp, pour ceux qui connaissent, qui est une figure importante de l'école géopolitique en France et que donc on avait appris toute l'histoire du 19e et 20e siècle autour de ces questions géopolitiques, dont la Russie et dont cette région. Donc j'avais juste ces connaissances très lointaines. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ça. Et en fait, c'est ça pour ça que je fais une œuvre de journaliste dans le sens où je n'ai rien à voir ni avec la Russie ni avec l'Ukraine. Donc c'est d'autant plus intéressant puisque on peut essayer de tenter d'approcher la chose de l'extérieur sans être concerné. Donc techniquement, ça devrait être plus simple de se sortir des passions. Bon, alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donc reparler de la méthodologie que j'ai essayé d'esquisser juste auparavant. C'est-à-dire que finalement, donc mon objectif aujourd'hui, c'est 3 choses. C'est d'abord essayer de présenter une méthodologie et finalement de plaider pour une restauration d'un journalisme d'opinion dans le bon sens du terme tel qu'il était fait auparavant. Mon deuxième objectif, c'est de réfléchir tout simplement, est-ce que la guerre menée par Poutine est juste? Donc essayer d'apporter une réponse à ça. Et mon troisième objectif, c'est de réfléchir sur nous en tant que légitimistes, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans le cadre des réflexions sur la restauration et sur l'ordre mondial, etc. Pas sur ce qui se passe à l'heure actuelle et en France en particulier pour une restauration, qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Pour la question du journalisme, en fait, on pourrait dire que historiquement en France, nous avions toujours eu un journaliste d'opinion qui a été fort dans le sens où c'était donc des gens cultivés, en général, voire très cultivés. Quand on regarde
bon, évidemment, je pense à Bainville et les auteurs de l'Action française, mais quand tout le 19e siècle, les journaux légitimistes, etc., ces journalistes-là étaient des gens qui étaient extrêmement cultivés, qui avaient beaucoup d'expérience et qui écrivaient pour écrire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a peut-être deux types de journalisme qu'on pourrait, classiques, hein, les deux tout à fait classiques. Donc, le journalisme d'information, donc ceux qui retranscrivent des informations, qui portent, et donc là, normalement, c'est censé être juste factuel. Disons qu'au Japon, dans les journaux, tels que je les connais, écrits en tout cas, hein, je ne parle pas de la télé, techniquement, il y a une tradition de journalisme d'information, c'est-à-dire que les grands journaux au Japon ont beaucoup d'employés qui vont sur tous les territoires au Japon et qui vont chercher dans chaque village, chercher quel est le chat qui a été écrasé par un pot de fleurs au coin de la rue et qui vont vraiment demander au voisinage qu'est-ce qui s'est passé, etc. et qui essaient de retranscrire un fait. Et ça, en soi, ça, c'est un travail de journaliste important, puisque si on n'a pas d'informations, on ne peut rien dire. Donc, si vous voulez, notre travail de l'histoire, c'est les sources, quoi. Donc, normalement, ces journalistes d'information donnent des sources. Et puis derrière, en France, on avait une tradition avant-guerre de journalistes d'opinion, c'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui cherchent les informations, c'est ceux qui, à partir des informations, fournissent une analyse pour aider à se former une opinion et ensuite présentent leur opinion. Et que c'est pas un mal d'avoir une opinion sur un sujet si elle est bien argumentée et bien formée et ça n'engage pas a priori les lecteurs. Mais on aimerait bien que, normalement c'est un travail de journaliste de clarifier ce qui se passe, de ordonner les informations, clarifier les enjeux et permettre à aider à se former une opinion et pourquoi pas de donner la sienne le cas échéant. Donc, je vais essayer de faire de façon très humble ce travail d'ordination ou de clarification, c'est d'ordonner un peu tout ce fouillis qui nous a été balancé à la tête depuis un mois de façon complètement désordonnée et ça partait dans tous les sens. Ne parlons pas, même pas de la télé, mais même voilà, c'est le défaut de notre temps. Hein. Nous avons trop d'informations, c'est souvent des fausses, souvent partielles, puis l'image n'aide pas, prend la passion et interdit la réflexion, ou on veut la paralyser. Et donc, voilà, donc ça demande un peu de travail de sortir de ça, mais en fait, c'est pas si compliqué une fois qu'on le prend. Donc, je vais essayer de développer ça. Donc, d'abord, la méthode, disons, alors, je ne sais pas si ce mot n'existe pas, mais bon, que j'aimerais appeler bainvillienne. Donc, d'abord, j'aimerais planter le décor. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord? Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine? Qu'est-ce que c'est que les enjeux géopolitiques et historiques là-bas, avant de parler de quoi que ce soit d'autre? Donc d'abord, j'aimerais parler donc de deux points. Donc l'Ukraine. D'abord, tout simplement repartir sur le sens du nom de ce pays, Ukraine. Cela veut dire marche, frontière. Et je vous dirai un peu après mes sources, hein, ce que j'ai regardé ici et là. Là, par exemple, la présentation de Franck Michelin sur l'Ukraine est très intéressante sur ce point-là, parce que, euh, bref, on pourra en parler dans les questions et réponses. Mais enfin, en fait, on se rend bien compte que dans l'histoire, il suffit de regarder une carte pour voir que l'Ukraine est à la frontière de différentes sphères civilisationnelles et qu'elle a toujours été un lieu de passage et de confrontation entre différents empires, différentes civilisations. Dans l'Antiquité, c'était le lieu de passage de toutes les invasions dites barbares qui sont arrivées dans l'Ouest. Ça a été toujours aussi les points de contact entre la sphère hellénistique grecque. Vous regardez l'Ukraine actuelle avec ses frontières, ou pas ses frontières, peu importe, mais même les vieilles cartes, hein, que vous connaissez, les vieilles cartes plus anciennes, l'Ukraine est à la marche des différents empires. Donc là, je vous parlais de l'Antiquité avec les différentes sphères civilisationnelles, donc qui était à la limite entre sphère gréco-romaine et puis plus au nord, les barbares, etc. Et puis que c'était toujours le lieu de passage des steppes avec toutes les barbares qui sont arrivés vers l'ouest. Donc ça, c'est pour l'Antiquité, l'histoire ancienne. Donc c'est-à-dire que ça a toujours été ce type d'endroit. Et ensuite, plus récemment, depuis la fondation, que j'en parlerai après, mais de la Russie à Kiev, hein, donc
ça il faudra le repréciser, mais ça a été toujours, l'Ukraine a été la marche entre finalement l'Empire russe et la Grande Pologne essentiellement, l'Ukraine a toujours été divisée entre ces deux sphères d'influence sur les 4 derniers siècles. Et si on ne voit pas ça, enfin si on n'a pas cette réalité en tête, on ne comprend absolument rien à ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc c'est-à-dire que l'Ukraine, en tant que nation constituée, n'a jamais existé en fait, avant le XXe siècle. Et encore, elle n'a jamais été indépendante avant 91. Peut-être elle a été indépendante 2 ou 3 années entre 17 et 22, 18 et, oui, c'est ça, 18 et 22, et qui a été une création ensuite, enfin les frontières actuelles ont été une création de l'URSS. Parce que, donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que c'est très intéressant, puisque là, déjà, on a, pour nous aussi en tant que légitimistes, c'est-à-dire sur la vision traditionnelle de l'histoire, on a déjà, l'Ukraine nous montre, disons en direct, disons les deux visions, disons d'ancien régime de ce que c'était qu'un pays, et la vision, les visions qui découlent peu ou prou tous de la modernité et en particulier de la Révolution française. C'est-à-dire que je vous recommande d'ailleurs de lire les discours de Poutine, dont je parlerai un tout petit peu plus tard, mais du 22 février, du 24 février de cette année, qu'on peut trouver sur le site de l'ambassade russe en France, par écrit. Il y a aussi les vidéos, mais on peut aussi l'avoir par écrit. Et là, ça, c'est les traductions officielles, donc celles qui sont certainement les plus fiables à l'heure actuelle et les complètes, et où est retracée l'histoire de la Russie. Et donc, on se rend très, très vite compte que Kiev, Kiev et Vladimir, qui a été baptisé là-bas, c'est le début de la chrétienté pour la Russie, et c'est le berceau, c'est le Clovis russe. Et ce lien n'a jamais été coupé. Mais après, donc c'est la Moscovie qui a pris le pas et qui a fondé la Russie telle qu'elle est à l'heure actuelle. Mais Kiev est resté toujours dans cette sphère d'influence. Et en fait, la limite finalement ouest-est passe plus ou moins, enfin, pour faire simple, entre Kiev et Odessa. Hein, donc, et à l'ouest, ça a été toujours du côté catholique, polonais, etc., avec beaucoup de nuances, hein, parce qu'il y a aussi l'Empire austro-hongrois, il y a aussi des parties un peu roumaines, il y a aussi la Transnistrie, qui est à côté de la Moldavie, qui est complètement russe, par exemple. Donc il y a tout un tas de complexités sur le terrain, tout fondé dans l'histoire pour des raisons locales, de migration de population. Il y a aussi beaucoup de juifs qui se sont installés là-bas peu à peu dans les siècles, à partir du XIIIe siècle, du fait des expulsions de différents pays de l'Ouest. Et comme c'était une marche, les marches sont toujours aussi privilégiées dans ce qu'il y a dans leurs prérogatives, disons, puisque comme elles sont disputées entre différentes dominations, donc de temps en temps elles sont écrasées par tel ou tel empire, mais quand ces empires sont plus faibles, elles peuvent aussi plus facilement, je me soumets à vous en échange de tel ou tel privilège. Donc c'est aussi des endroits qui sont de passage, donc qui sont plus faciles à vivre que en plein milieu, par exemple, d'un pouvoir constitué. Donc ce que je voulais dire, donc c'est que dans la vision traditionnelle des États, à part les cités-États qui forment peut-être une exception, j'ai envie de dire que tous les États anciens, enfin les États, disons les pays anciens, unifiés, se fondent sur une tradition essentiellement, enfin en tout cas pour ce qui est de l'Europe, mais même pour le Japon aussi, monarchique. C'est-à-dire qu'il y a une dynastie qui fait qu'à un moment donné, ça cristallise une unité de peuples qui peuvent être très différents parfois, ou qui peuvent avoir une unité culturelle, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, la France se fonde autour des rois de France et des dynasties françaises, l'Angleterre aussi,
l'Espagne aussi, l'Empire austro-hongrois qui rassemble des gens très différents, des peuples très différents, des ethnies très différentes, des langues très différentes aussi, la Russie aussi. Et il se trouve que si on regarde l'Ukraine actuelle, ben, il n'y a absolument pas il n'y a jamais eu dans l'histoire d'émergence de dynastie comme ça, ou plutôt la dynastie qui est émergée de Kiev, c'est celle qui, c'est les pour les tsars, ce sont nos Mérovingiens, tant sur le symbole, tant par le baptême, tant par les mariages. Ça veut dire que c'est Moscou qui a récupéré la légitimité qu'il y avait à Kiev et il n'y en a pas eu ensuite là-bas. Et là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous regardez toutes les argumentations sur l'Ukraine en tant que nation existe, bah, c'est toutes des argumentations qui sont issues de la notion de nation post-révolutionnaire. C'est-à-dire, en fait, création artificielle, idéologique, forcée. Alors, et ce qui est drôle, c'est qu'en Ukraine, rien ne marche, dans le sens où qui veut soit se fonder sur une langue, ou une culture, ou une ethnie, comme avaient voulu faire un peu les Allemands, par exemple, ça c'est la nation telle qu'elle s'est cristallisée en Allemagne, et qui ne fonctionne pas du tout en Ukraine, puisque les ethnies sont éclatées, la langue est éclatée, les religions sont éclatées entre l'Ouest et l'Est, en fait, avec quand même évidemment une dominante russe, hein, et l'ukrainien est plutôt un dialecte russe qu'autre chose. C'est-à-dire à part à la fin du 19e siècle, il n'y a jamais eu de littérature enfin, ukrainienne, de littérature ukrainienne ou quoi que ce soit. C'est une langue qui s'est développée, enfin, qui existe depuis longtemps, mais qui était parlée, qui est relativement récente et qui est clairement du domaine russe. Et tout le monde parle russe en Ukraine. La grande différence, c'est qu'à l'Ouest, c'est pas forcément leur langue maternelle, mais c'est la lingua franca, ce qui montre le poids de l'histoire. Hein, et c'est pas que soviétique, ça date d'avant ça. Et à l'Est, il y a beaucoup plus de russes maternels qui peuvent être russophones. Enfin, ce qu'on appelle russophones en général, c'est ce qu'on dit russe. Enfin, qui parlent la langue russe, enfin, leur langue russe est maternelle et qui peuvent être en fait vraiment complètement directement aussi russes d'un point de vue ethnique ou pas, mais l'ethnie n'a pas vraiment d'importance. Enfin, le fait national ukrainien est quelque chose qui est très récent, donc post-révolutionnaire, et qui commence au début du XXe siècle et qui ne prend une forme qu'après la Première Guerre mondiale, exactement, mais exactement sur le plan de tout l'éclatement en fait, de l'Empire austro-hongrois, avec la fondation de tout un tas d'États, plus ou moins, avec des frontières plus ou moins absurdes, et qui créent tout un tas de problèmes, puisqu'on a on a beaucoup de populations différentes qui sont rassemblées sous le même État, et qui ne sont pas viables en soi. Ce qui explique pourquoi il y a tout un tas tous ces problèmes finalement, ou toutes ces contradictions qui sont dans l'histoire, qui se surajoutent à des haines liées à l'histoire aussi, puisque permettent, il faut avoir ça en tête pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Ensuite, deuxième point, et ça c'est aussi extrêmement important, c'est la Crimée, l'enjeu de la Crimée. La Crimée est absolument clé là-dedans. Moi, quand j'ai appris les cours de géopolitique, avec le grand jeu depuis même le XVIIIe siècle, hein, on peut dire, et le début de la Crimée, et Sébastopol, qui est donc la base de la marine russe principale et qui est l'accès de la Russie aux mers chaudes, a été un point stratégique et clé de toute la politique extérieure et diplomatique de la Russie depuis qu'elle existe en tant que grande puissance dans le monde. Et Sébastopol a toujours été russe, en fait, d'ailleurs, jusqu'à la chute de l'URSS et depuis Catherine II, si je m'abuse. Mais c'était toujours la ligne rouge que la Russie n'a jamais pu accepter, que n'a jamais accepté d'abandonner et que personne d'ailleurs n'a pu lui prendre et qui a toujours créé un casus belli. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que si on ne comprend pas ça,
on ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle non plus. Donc l'enjeu clé de la Crimée, qui est habitée que par des Russes, hein, d'ailleurs à l'heure actuelle, historiquement, avant que ça soit russe, il y avait des Tatars, mais bon, qui n'ont jamais été constitués en tant qu'État. Bref, de toute façon, il n'y a plus de Tatars à l'heure actuelle, donc ça c'est une vieille histoire. Depuis que les Russes ont atteint la mer Chaude, c'était juste une ligne rouge indépassable d'un point de vue de diplomatie et de politique extérieure de la Russie. Et si on regarde sous ce spectre le temps long de l'histoire diplomatique de la Russie, la Crimée a toujours été un casus belli. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Ensuite, il y a le Donbass, que moi, je ne connaissais pas avant. Hein. C'est Anne-Laure Bonnel qui, au début, m'a fait découvrir le problème qui pouvait exister là. Je n'avais aucune conscience de ce qui s'est passé là. Et en fait, tout commence en 2014. Je vous expliquerai juste après les dates, la chronologie. Mais ça aussi, c'est un point essentiel pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Et avec la Crimée, c'est le second enjeu qui explique directement ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine. Donc, pour résumer, le Donbass, c'est la région limitrophe à l'est avec la Russie, peuplée à 100% de Russes, enfin on dit russophone, mais de Russes en fait, donc elle était toujours sous le giron russe. Tout l'ouest, hein, plus ou moins entre Kiev et Odessa, et plus à l'est, je veux dire, tout ce qui était à l'est de la ligne Kiev-Odessa, a toujours été dans le giron russe, en fait. Et quand il y a eu la Grande Pologne, de temps en temps, ça arrivait plus à l'est. Après, Kiev a toujours un rôle un peu plus particulier, aussi en tant que Kiev, que berceau de l'orthodoxie, que, disons, grande ville où il y a aussi des aristocraties. Donc, il a toujours joué un jeu plus, disons, de pivot peut-être entre les différents empires, et elle pouvait aller de l'un ou de l'autre en fonction. Mais bon, ce qui est plus à l'est, et bon, et pour le Donbass, c'est encore plus évident. Donc, il n'y a pas d'enjeu énergétique au Donbass en vérité, à l'heure actuelle. Hein, c'était, disons, pour le 19e siècle, c'était le bassin du charbon. Donc, ça a une très grande importance à ces époques-là. C'est ça qui a fait développer cet endroit-là, parce qu'il y avait beaucoup de mines. Donc, c'est un peu notre Alsace-Lorraine dans ce sens-là, si vous voulez, qui ne marche en plus. Donc, voilà. Mais donc, ce qui s'est passé, et en fait, depuis 2014, tout ce qui se passe là, ça s'est cristallisé sur ce Donbass. Donc, après, j'essaie d'exposer un peu plus simplement ce qui se passe. Et enfin, en troisième point pour planter le décor, c'est bon, évidemment la chute de l'URSS, l'éclatement de l'URSS, son affaiblissement pendant les années 90, l'hégémonie américaine. Et en fait, ça aussi, je le préciserai après, mais c'est très intéressant ce qui se passe en Ukraine parce que c'est une reproduction quasiment de la stratégie américaine dans les différents théâtres d'opération, en particulier au Moyen-Orient, que ce soit en Irak, en Afghanistan, ce qu'ils ont essayé de faire en Syrie et ailleurs, mais en Ukraine, sauf qu'il y avait la Russie à côté. Donc voilà. On ne peut pas comprendre vraiment ce qui se passe, mais ça sera la troisième couche que je traiterai plus tard. Bon, alors d'abord, donc je vais poser la question. Voilà. Je vais poser la question, est-ce que la guerre menée par Poutine est une guerre juste? Donc je vais revenir d'abord à une définition de guerre juste. Les trois critères clarifiés par saint Thomas pour qu'une guerre soit juste, c'est qu'il faut donc qu'une autorité légitime déclare la guerre, que la cause soit juste et que l'intention soit juste. Donc, première condition, c'est qu'une autorité légitime déclare la guerre. Donc, ça, c'est Poutine. On ne peut pas lui nier sa légitimité de chef d'État de la Fédération de Russie. Et qui déclare la guerre, d'ailleurs, pas de façon très officielle et très respectueuse du droit international. Je vous expliquerai exactement après en parlant du critère de cause juste, mais en tout cas, juste pour ce point-là, c'est que donc la guerre démarre le 24 février. Le 21 février, Poutine fait un ultimatum à l'Ukraine en disant si vous ne cessez pas l'intervention que vous commencez sur le Donbass,
sera obligé de prendre des mesures pour faire respecter les accords de Minsk et protéger ces deux républiques indépendantes que je reconnais. Et l'Ukraine refuse l'ultimatum et 24 février, il déclare la guerre. D'un point de vue purement de la déclaration par l'autorité légitime et dans les formes, pas de souci. Ça, c'est le critère le plus simple. Juste, je voulais, je vais continuer, je vous parlerai après. Donc, deuxième critère, c'est la cause juste. Alors là, c'est évidemment, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus long, puisque c'est là où il y a tout l'enjeu des arguments et de l'argumentation. Alors, il y a le troisième critère aussi, mais d'abord la cause juste. Est-ce qu'on peut dire que ce qui était mené, la guerre menée par Poutine, là, actuellement en Ukraine, est une cause juste? Alors, à mon avis, oui, je vais expliquer pourquoi. Alors, premièrement, ce n'est pas du tout une guerre d'agression. Alors là, je suis désolé. Alors, au début, je pensais aussi, effectivement, mais ce n'est pas une guerre d'agression. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, alors là, vous pouvez le vérifier sur l'Organisation de sécurité et de coopération européenne ou de l'Europe, qui a été responsable disons, d'observer les accords de Minsk et de les faire respecter. Donc, je vais revenir sur ce point-là parce que c'est ça qui cristallise la chose. Donc, ils ont annoncé le 18 février dernier que depuis le 16 février, des bombardements intenses sur Donetsk avaient repris sur le Donbass. La Russie l'a bien vu, évidemment. C'est ça qui a été la conséquence directe. Mais il faut revenir plus loin. Donc, je vais revenir sur cette histoire de ces accords de Minsk parce que c'est absolument clé et c'est ça qui explique pourquoi, de façon directe, la cause de cette guerre est juste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Donc, il y a eu la révolution Maïdan, plus ou moins soutenue quand même, enfin, bon, libérale, démocratique, et qui a entamé une politique tout de suite, disons, nationaliste, dans le sens révolutionnaire du terme, c'est-à-dire créer une nation russe et une nation ukrainienne anti-russe, fondée sur l'anti-russe. Dans le schéma, si vous voulez, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui se fait en France pour former une nation républicaine et révolutionnaire anti-française. C'est-à-dire qu'ils ont modifié l'éducation, ils ont interdit le russe en tant que langue officielle, alors que c'est la lingua franca et que tout le monde parle russe. Et pour ce qui est de l'Est, c'était vraiment vexatoire. Et puis ensuite, il y a eu une tentative, disons, des tendances, on peut dire même génocidaires, dans le sens où de sous-humanisation de l'Est, des Russes de l'Est, qui ne voulaient pas de ce nationalisme ukrainien artificiel. Et donc, donc certains ont résisté, ce qu'on appelait séparatistes, c'est qui est le Donbass actuel. Et la guerre a éclaté entre donc guerre civile intra-ukrainien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine pensait certainement, enfin le gouvernement central ukrainien pensait qu'ils allaient gagner tout de suite, mais en fait pas du tout, parce que ce qui s'est passé, c'est pas du tout. Les Russes n'ont jamais donné d'armes à cette époque-là. C'est ça qui est très intéressant. Mais les Russes n'ont absolument pas aidé ces républiques. Elles se sont débrouillées toutes seules. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout un tas de défections dans l'armée ukrainienne qui sont passées de l'autre côté. Il y avait aussi des armes sur place qui dataient de l'Union soviétique, etc. Donc, ils ont résisté. Et il y a une ligne de front qui s'est mise en place. C'est celle qui est restée jusqu'à l'heure actuelle, enfin, qui est à l'heure actuelle. Et donc, dans le documentaire de Anne-Laure Bonnel, voilà, on voit la situation sur place. Bon, le défaut de ce documentaire, c'est qu'on a des images, on a des témoignages, mais on ne comprend pas du tout les tenants, les aboutissants vraiment de cette guerre, en fait. Et ensuite, donc, il y a eu les intermédiaires, l'OTAN, la Russie, la France, l'Allemagne, les États-Unis qui sont venus. Bon, on a essayé d'arrêter ça. Donc, il y a eu des accords qui ont été passés entre les régions du Donbass, donc les deux régions du Donetsk et de Lugansk, et le gouvernement central. Donc Minsk 1, alors qui ont été revus en février 2015, Minsk 2, donc c'est ça qui est officiel. Et pour les garantir,
pour garantir les accords, il y a eu la France et l'Allemagne qui étaient les garants de la partie du gouvernement central et la Russie qui était garant de la partie des régions, autonomes, enfin qui voulaient. Et donc ces garants-là étaient là pour faire respecter les accords entre d'une part le gouvernement central et d'une part ces deux régions qui se détestent notoirement et donc c'est pour ça qu'il y a ces garants extérieurs pour faire en sorte que ces accords soient respectés. Et en particulier, le point clé de ces accords, c'était accorder une autonomie, pas une indépendance, une autonomie à ces deux régions, ce qui n'a jamais été fait. Et depuis 2015, la situation a été gelée comme ça, sans jamais que les accords soient appliqués par la partie du gouvernement central ukrainien, quel que soit le changement d'ailleurs de gouvernement. Donc voilà. Et en plus, le gouvernement central ukrainien a continué à faire des bombardements sporadiques sur ces régions. Si vous regardez la carte, Donetsk, qui est la grosse ville, si vous voulez, exposée du Donbass, elle est vraiment tout près de la ligne de démarcation ukrainienne telle qu'elle s'est fixée. Donc, je n'ai pas vérifié tout à fait, il faudrait demander à Ménel André, l'ancien militaire qui connaît mieux, mais je me dis même que si vous avez un mortier, que vous êtes du côté, disons, du gouvernement, de la ligne du gouvernement central, il est possible d'atteindre Donetsk. Donc, c'est vraiment, vraiment pas loin. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas cessé depuis. Bon, il y a eu un mieux ensuite, ça s'est un peu calmé, mais en fait, ce qui s'est passé là depuis, après l'élection du président ukrainien actuel, bon, je vous recommande de regarder aussi sur Michael Matt qui les passe, très intéressant, des vidéos de son métier d'avant. C'est pas très important, mais enfin bon, quand même, parfois le passif de certains gouvernements peuvent se poser des questions sur leurs compétences à être des politiques, mais enfin bon, passons. Mais enfin, il a continué la politique des gouvernements centraux précédents anti-russes et nationalistes ukrainiens. Et en particulier, donc en mars 2021, a été voté un décret présidentiel et mis en place un plan tout à fait officiel de la défense pour récupérer la Crimée. Alors ça, c'est absolument important, hein. La Crimée a toujours été sous domination russe jusqu'à la chute de l'URSS. Et l'Ukraine a acquis sur un coup de force en 92 la Crimée, parce que de toute façon, l'URSS ne pouvait pas répliquer. Donc a intégré la Crimée à ses frontières. La Nouvelle-Russie l'a accepté. Ensuite, hein, c'était un état de fait, un coup de force au départ, mais elle a accepté, voilà. J'en profite, Paul. En ce qui concerne la Crimée, c'est Khrouchtchev qui l'a intégré dans l'Ukraine en 1954, je crois, parce qu'il était ukrainien. 53. Oui, oui, c'est ça. 53. C'est ça. Donc, c'est du temps de l'Union soviétique qu'elle a été intégrée dans l'Ukraine. Oui, c'est vrai, ça a été intégré dans l'Ukraine, mais après la chute de l'URSS, la Crimée devait revenir à la Fédération de Russie, me semble-t-il. Il faudrait revérifier ce point-là. Et en 92, l'Ukraine a en fait, le nouvel État ukrainien a repris la Crimée, il me semble-t-il. Ouais, excusez-moi, sur ce point-là, il faudrait que je revérifie. Mais bon, dans tous les cas, donc en 2014, avec la révolution Maïdan, etc., et la pression, je ne l'ai pas reprécisé, mais il faut revenir aussi sur cette promesse orale qui n'a jamais été formalisée, faite à Gorbatchev au moment de la réunification allemande. D'accord, mais le deal, c'était que l'OTAN ne s'étende pas à l'Est. Et en fait, tous les experts qui connaissent bien le sujet que j'ai écouté sur ça, c'est clair que tout le monde sait que c'était le deal, en fait. Alors, il n'y a jamais eu de traité sur ce point-là, mais que c'était le deal que l'OTAN ne se étende pas outre mesure dans les pays qui faisaient partie de l'ex-URSS. Et bon, bah, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et quand donc il y a la révolution Maïdan et que la rentrée dans l'OTAN de l'Ukraine devient quelque chose de très concret, de très réel, la Russie intervient en Crimée. Et vous remarquerez, elle intervient en Crimée et non pas dans le Donbass, qu'elle laisse à ce moment-là pas tomber, mais enfin, elle s'en occupe pas parce que c'est pas à ses frontières, si vous voulez. Donc, elle fait pas du moralisme, disons, à l'anglo-saxonne, où il y a plein de slavisme dans la politique de Poutine, tel qu'un Hitler pouvait faire
du germanisme avant-guerre en disant on va réintégrer telle ou telle religion à l'Europe parce qu'ils sont germains. Non, pas du tout. Il va en Crimée, il y a un référendum, tout le monde vote la réintégration sur place à la Russie, puisque de toute façon tout le monde était russe, ça a toujours été dans la Russie, puis Sébastopol c'est le maritime, et donc jusque-là tout va bien. Et donc en 2014, ils remettent la main dessus, donc il n'y a que la Russie qui reconnaît ça, en fait, il y a personne dans le monde qui a reconnu cette réintégration, et pas du tout, et évidemment pas le gouvernement central de l'Ukraine. Et donc en 2021, il y a cette accélération avec la volonté claire par ce décret présidentiel de mars 2021 et ce plan de défense. Et à partir de là, jusqu'au début de l'année dernière, les troupes de l'armée ukrainienne se sont petit à petit massées sur les frontières est et sud-est, en fait. Et ça aussi, c'est un point très important. Je vous conseille Xavier Moreau pour les situations actuelles de la guerre, les plus récentes, selon les informations russes, avec des cartes qui sont bien faites. Donc, si vous cherchez Xavier Moreau, Stratpol, voilà, c'est très bien fait. Et en fait, ça permet de comprendre pourquoi le développement de la guerre se fait tel qu'il est ainsi, parce que toute l'armée ukrainienne est massée en fait aux frontières du Donbass, tout simplement. Hein. Donc là, elle est très puissante dans le sens où c'est là où elle est concentrée, et en plus, ça fait 8, 7, 8, enfin, depuis 2014, c'est devenu la ligne de front qui a été bunkerisée, armée, fortifiée, etc. Donc, c'est évidemment plus difficile à prendre. Donc ça, c'était donc la Crimée. Et début février, l'Ukraine, tout indique qu'ils rentrent dans un coup de force sur le Donbass. Et ça, c'est ça qui déclenche la réaction poutinienne. Donc, ce n'est pas une agression, c'est une réaction déjà, avec ultimatum. Et ça, c'est là, et là, malheureusement, la République française a une responsabilité immense, puisque depuis la fin de l'année dernière, Poutine a disons, pas désespérément, parce que c'est pas quelqu'un qui est désespéré du tout, mais a fait tous les moyens légaux et diplomatiques possibles pour demander aux garants qui sont censés être neutres dans cette histoire entre gouvernement central et Donbass, garants donc de ces accords de Minsk, et donc de faire pression sur le gouvernement central ukrainien pour arrêter son non-respect notoire et même provocateur des accords de Minsk. Rien n'a été fait, et même en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Il y a eu de l'huile de sucre au feu qui a été mise par Macron, et puis évidemment après derrière Biden. Ça je parlerai des États-Unis plus tard. Et donc la guerre a été déclenchée. Et donc les trois buts annoncés, donc ça c'est pas une guerre d'agression, c'est une réaction. Il faut faire respecter des accords qui ont été acceptés par deux parties, avec des garants extérieurs et neutres. Donc là, clairement, il y a une injustice qui a été commise du côté du gouvernement central ukrainien, et le but clair et annoncé par Poutine de cette guerre est la légitime défense par rapport à la Crimée et pour défendre les accords de Minsk dans le Donbass. Et donc les trois buts de guerre ont été clairement définis, et ça c'est très important aussi, c'est-à-dire que les buts de guerre sont définis. Après on verra si l'intention est juste, hein, c'est le troisième critère, mais déjà la cause est juste et les buts de guerre sont clairement définis. Donc les trois buts de guerre, c'est la démilitarisation, la dénazification et la neutralisation. Alors peut-être commencer par la neutralisation, c'est-à-dire la neutralisation, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, tout simplement, donc que ça soit neutre entre les deux empires, qu'elle reste une marche et qu'elle ne rentre pas dans l'empire d'Occident, si vous voulez. Donc ça, c'est un des buts de guerre. Démilitarisation, pour empêcher, pour garantir d'une part la neutralité de l'Ukraine, et d'autre part pour empêcher le gouvernement central ukrainien de continuer d'attaquer le Donbass sans respecter ces accords. Ça, c'est les buts qui ont été annoncés en début de guerre. Et dénazification. Je vais parler un tout petit peu de ce sujet parce que c'est quand même très important, et très important.
moi-même, tout au début, quand j'avais vu ça, je me suis dit, tiens, ça doit être typiquement le type d'argument typique pour justifier une guerre qu'utilisaient les URSS avec des vieux réflexes anciens qui sont pas forcément, enfin, ça veut pas qui viennent de la diplomatie soviétique, où ils ont une sorte, avec ce qu'ils ont, enfin, ce qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est resté quand même très présent. Et donc, je me suis dit, tiens, oui, ça doit être ça. Et puis, mais en fait, quand on creuse, c'est pas du tout ça. C'est effectivement, il y a un vrai problème de néo-nazis et de nazis là-bas et d'autres groupes ultranationalistes en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a des groupements constitués. Donc, c'est-à-dire, c'est pas du tout comme dans en tout cas comme en France, où nazi est juste un effet de langage qui permet de condamner quelqu'un dans les médias, mais il n'y a pas vraiment enfin, en tout cas, je ne connais pas d'existence sur le terrain. Il y a peut-être quelques groupes qui se revendiquent nazis en France, j'en sais rien, mais enfin, c'est extrêmement minoritaire. Ils n'ont aucune influence, ils ne peuvent rien faire. Mais en Ukraine, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des groupes constitués de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Mais ça, c'est pas ça le problème. La vraie enjeu, parce que bon, voilà, ces groupes existent, tant pis. Enfin, ils peuvent faire des exactions qu'on imagine, etc. Mais le problème, c'est pas ça. Le vrai problème, et c'est là où, en fait, tout d'un coup, l'argument change complètement d'échelle, c'est que les nazis et autres groupes ultranationalistes ont été intégrés, en fait, intégrés officiellement à l'armée, à la hiérarchie de décision, à la défense, et ont en fait été utilisés au départ, ont voulu être utilisés par le gouvernement nationaliste dans le côté anti-russe et le côté terreur sur place, parce qu'ils avaient, enfin, c'est eux les moyens, ils se gênaient moins. Et là ça change de sujet, c'est-à-dire que, en fait, on a du côté du gouvernement central ukrainien une reconnaissance, même pas tacite, mais explicite, et une utilisation de ces différents mouvements ultranationalistes, dont nazis, et qui se revendiquent directement en droite ligne du Troisième Reich, euh, dans la structure étatique. Donc, ce qui est là, en fait, on change d'échelle. C'est pas juste des groupements nazis qui existent et qui font des choses, et à la limite, comme au début en 2014 à Odessa, où les autorités ne font qu'au fermer les yeux devant leurs exactions, comme la République française ferme les yeux devant les exactions des antifas dans les différentes manifestations. C'est comme si, vous voulez, demain, alors s'il faut, c'est déjà le cas, j'en sais rien, mais enfin, ça, c'est pas officiel en tout cas, les antifas étaient intégrés comme milice officielle de la République française pour faire certaines actions, si vous voulez, c'est ça en fait. Donc effectivement, c'est pas un sujet si secondaire, et de plus aussi quelque chose d'autre d'important, c'est que depuis 2014, ce qui s'est passé, selon Jacques Beau, donc je vous le conseille, il est très intéressant cet analyste qui est suisse, qui est un ancien des renseignements suisses, et qui a été en 2014 un des négociateurs dans l'OTAN et dans l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération européenne, ou en Europe, je ne sais plus, et qui donc a vu les événements de très près, qui connaît très bien ces sujets-là. Lui, il estime que, sans parler des nazis, mais disons des différents groupes nationalistes, 40% de l'effectif de l'armée ukrainienne à l'heure actuelle sont composés de ces nationalistes. Et que l'autre chose, c'est qu'il y a une épuration qui a été faite depuis 2014, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de défections qui sont passées du côté du Donbass ou de désertion, parce qu'ils ne voulaient pas. Enfin, comme c'était la conscription et que les gens venaient de partout, il y avait des unités qui étaient de là et qui étaient 100%. Qui étaient leurs frères, quoi. On leur demandait c'est comme si vous voulez, on recrutait l'Alsace pour tirer sur la Lorraine, ou quelque chose comme ça. Et donc après, il y a eu une épuration au niveau des cadres, dans le sens où tous les cadres ont été remplacés par des cadres que le gouvernement central pouvait contrôler, par nationalistes, ce genre de choses, et ce qui explique certainement que la progression russe a été moins simple que peut-être ce qu'avait prévu l'état-major russe à l'heure actuelle, dans le sens où il y a eu moins de défections que
que ce qu'ils pensaient. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc sur les trois justifications, elles sont fondées dans le réel. Hein. Il y a une vraie pression militaire ukrainienne sur le Donbass et dont le but affiché du gouvernement central, c'est la Crimée en fin de cause, en fin de compte. La neutralisation, ce qui est clé, et ça, c'est la longue histoire, qui le montre dans la diplomatie russe, c'est que la Crimée, c'est pas possible, et que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN veut dire, in fine, la Crimée prise aux Russes, puisque du jour où l'Ukraine rentre dans l'OTAN, si on respecte les accords, toute action de le gouvernement central de l'Ukraine sur la Crimée devient extrêmement compliquée à régler pour la Russie, puisque toute action qui serait entreprise par la Russie à ce moment-là impliquerait en fait, que toutes les nations de l'OTAN doivent rentrer en guerre aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. C'est ce qu'il dit explicitement d'ailleurs Poutine dans son discours, c'est que j'ai pas envie de rentrer en guerre, mais si je le fais pas maintenant, ça sera pire à l'avenir. Donc pour éviter un plus grand mal et quelque chose qui pourrait devenir une guerre mondiale, quoi. Et donc la première raison, Crimée, deuxième raison, l'injustice par rapport au Donbass et la démilitarisation qui va avec. Pour une guerre juste, hein, donc il y a les trois critères, le critère de la légitimité de l'autorité, ça c'est bon, et la formalité de la déclaration, etc. Deuxième critère, la cause juste. Là, tous les arguments tous les faits que nous avons, tous les arguments quand on regarde l'histoire longue avec la Crimée et l'histoire plutôt récente avec cette histoire de Maïdan et depuis la chute de l'URSS et l'histoire immédiate depuis 2021, tout ça sont des causes justes. Il y a des injustices en cascade qui sont faites du côté ukrainien avec les vraies inquiétudes de défense pour la Russie. Et donc, cette attaque est une légitime défense en réaction aux injustices et à l'agression en fait de la partie ukrainienne. Bon, avec l'Occident, enfin, ça j'en parlerai après, hein, c'est ça le problème avec l'Occident derrière, mais bon. Voilà. Donc la cause, à mon humble avis, si on analyse comme ça froidement la situation, est clairement juste. Mais ça ne suffit pas pour faire une guerre juste. Le troisième critère, et c'est le plus difficile évidemment à analyser, c'est que l'intention doit être droite. C'est-à-dire qu'on peut être légitime à déclarer une guerre, on peut déclarer cette guerre pour des causes totalement justes et on est totalement légitime à faire cette guerre, mais ça ne fait pas encore que la guerre est juste parce qu'il faut en plus que l'intention de cette guerre soit juste, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à accomplir des choses injustes à travers cette guerre qui a des causes justes. Et donc, pour analyser ça, donc on ne peut pas lire les cœurs, on ne peut pas savoir, on n'a pas les documents de l'état-major russe, on ne peut pas lire ce qu'il y a dans la tête de Poutine, mais on peut regarder les faits. Et en fait, on peut juger par les faits, donc les façons de faire la guerre. Le fait déjà d'avoir mis ces trois buts de guerre, et que pour l'instant, a priori, c'est tient. Donc, je vais essayer de citer quelques faits qui, à mon sens, vont dans le sens que Poutine a une intention, et que la Russie a une intention droite en tant qu'État dans cette guerre qui a une cause juste. C'est-à-dire que, premièrement, ils ne veulent pas aller à l'ouest. Ils ne veulent absolument pas aller à l'ouest. Et ils ne veulent pas créer, justement, parce que, et là ça aussi, c'est la conscience de l'histoire longue, c'est que l'histoire longue qui crée un problème dans ce pays est plutôt entre l'ouest et l'est, l'ouest catholique et l'est orthodoxe, la marche de l'Empire de la Grande Pologne, de l'Empire russe, etc. Et c'est cette haine qui est utilisée par le gouvernement central ukrainien pour nourrir ce nationalisme ukrainien artificiel, mais qui se fonde sur une haine qui est ancrée très profondément dans l'histoire. Et je dois avouer que pour illustrer ça, j'ai écouté plusieurs prêtres catholiques, gréco-catholiques, anglophones ou autres, qui parlent de ça sur des chaînes aux États-Unis ou ailleurs. Et c'est très intéressant parce qu'on sent vraiment que cette haine est ancrée du côté ouest, mais aussi du côté est. Quand on regarde par exemple le documentaire de Anne-Laure Dombal, on voit bien que certains
enfin, qui sont interrogés dans ce documentaire, considèrent que c'est pas le gouvernement central ukrainien qui les bombarde, c'est que c'est en gros ces salles catholiques qui nous bombardent pendant Noël. Ça c'est leur Noël catholique parce que vous savez, c'est pas au même moment, donc c'était dans ces eaux-là, peu importe. Mais donc il y a une haine sur le terrain, mais qui est complètement déconnectée de ce qui se passe en fait dans la réalité diplomatique et politique actuelle. C'est que c'est pas du tout cette opposition qui joue là. C'est pas du tout ces oppositions historiques qui rentrent là au jeu. C'est que justement Poutine ne veut absolument pas aller sur ce plan-là. Pour l'instant, dans tout le développement militaire, enfin, jusque-là, c'est un refus total d'aller à l'ouest. Les seules actions militaires qui ont été faites à l'ouest de cette ligne Kiev-Odessa, c'est simplement des bombardements chirurgicaux sur en particulier la brigade internationale qui avait été commencée à être mise en place à la frontière polonaise avec des gens qui venaient un peu de tous les pays dans des pratiques qui font penser à la guerre d'Espagne ou à d'autres choses comme ça. Enfin, comme quoi le communisme a changé est passé de l'Est à l'Ouest, mais peu importe. Mais c'est tout. Et donc ça, c'est un premier point, le refus d'aller à l'Ouest, donc de rester à l'Est, où là, en fait, on est plutôt dans une guerre à la fois contre le gouvernement central et à la fois avec des populations qui sont russes, en fait, hein, et qui ont toujours, qui ont été longtemps dans l'Empire russe. Donc, la situation est complètement différente entre l'Ouest. C'est pour ça qu'avoir une vision unitaire de l'Ukraine euh, ne permet pas de comprendre la réalité du terrain. C'est un gouvernement unitaire qui essaie de forcer une unité, un peu comme ce qui s'est passé. Ça ressemble beaucoup, je trouve, dans ce qui s'est passé à la Révolution française, qui disait bah, la France c'est la République, et puis la Vendée n'existe pas, donc on l'extermine. Et puis elle n'existe plus. Et puis on fait la guerre à tout le monde autour, et comme ça unit les gens contre un ennemi commun. C'est un peu ce que fait le gouvernement central ukrainien en essayant de créer un sentiment anti-russe et de créer un ennemi commun. La tactique de guerre, c'est que jusqu'à maintenant, malgré, alors là il faut faire très attention sur les images, mais quand on regarde les informations qu'on peut avoir ici et là, la guerre menée par les Russes est extrêmement propre, ils ne veulent pas toucher aux civils. Ils évitent systématiquement le plus possible la guerre urbaine. Ils ont fait un coup à la guerre des 6 jours d'Israël. Enfin, ils ont plaqué au sol, ils ont détruit toutes les ressources stratégiques de l'armée ukrainienne en quelques jours. Et ensuite, justement, si ça prend du temps, c'est que c'est pas les bulldozers de Khrouchtchev qui rentrent qui écrasent tout sur leur passage et commencent à attaquer les civils et pour vite en finir. Non, si ça prend du temps, c'est que justement l'armée russe a ordre, enfin veut éviter ça, l'état-major veut absolument éviter ça. Et puis, de toute façon, si on réfléchit dans le bon sens, ils n'ont aucun intérêt à faire une guerre sale sur place puisque ça serait liguer les gens contre eux. Et bon, là, après, il y a ces histoires de légions nazies, etc., qui se fortifient dans des villes et qui compliquent la situation parce que dans certains endroits, en particulier à Mariupol, prennent en otage les populations civiles qui peuvent être encore là ou entre les deux. Mais bon, donc il y a cette histoire de purement militaire, c'est-à-dire qu'on vise les militaires, qu'on attaque les militaires, qu'on essaie d'éviter la guerre urbaine qui est la plus meurtrière d'un point de vue civil, et que c'est une armée purement professionnelle, que c'est pas la conscription, etc. C'est pas une guerre qui a été préméditée, elle a été clairement planifiée, hein, parce que l'état-major russe, ça aussi c'est Jacques Bott qui le dit très bien, l'état-major russe prévoit toutes les possibilités, comme devrait faire n'importe quelle armée d'ailleurs. Donc ils ont toujours des plans pour prévoir tout ce qui peut se passer. Mais si on regarde les faits vraiment récents au début de l'année, il y a un certain faisceau de faits qui indiquent que c'était absolument pas planifié, et en particulier le simple fait que en janvier de cette année, la Russie avait multiplié par 5 ses achats du monde au trésor américain, et donc avait multiplié et donc n'avait pas du tout rapatrié tous ces avoirs qu'elle avait sur les différents pays occidentaux, parce qu'il était quand même relativement prévisible que s'il y avait une action militaire qui commençait en Ukraine, c'était évident que
des pays de l'Ouest allaient prendre des mesures et gelé les avoirs. Donc en général, si on planifie de faire une guerre comme ça, on rapatrie ses avoirs, c'est quelque chose de logique, même si on le fait au dernier moment pour pas éveiller l'attention, mais on le fait quand même. Et ça n'a pas du tout été fait, pas du tout été fait. Donc ce qui montre que la décision de faire cette réaction a été prise vraiment au dernier moment et en réaction, enfin, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'action militaire imminente de l'armée ukrainienne sur le Donbass, qui avait déjà commencé à travers les bombardements. Ensuite, aussi, chose très importante, c'est que l'ultimatum avant et ensuite, très vite, l'appel du président Poutine au président ukrainien pour parler, de négocier la paix. Tout de suite la paix, tout de suite, on veut faire la paix, voilà, on veut régler les problèmes qu'il y a sur place. Donc laissez tranquille le Donbass, ne rentrez pas dans l'OTAN et désarmez-vous parce que là vous avez la moitié de votre armée qui est tenue par des fous furieux. Mais on veut discuter et on veut se mettre d'accord sur la paix. Et d'ailleurs, dès le départ, il a clairement dit que il a dit un deal. Bon, si on discute, votre souveraineté sera garantie. On ne veut pas vous annexer. Pour le Donbass, là, visiblement, c'est plus possible qu'il soit sous votre souveraineté puisque vous avez refusé pendant 8 ans de leur donner l'autonomie et nous, on était tout à fait d'accord qu'ils soient juste autonomes. Mais là, ils veulent plus, vous pouvez plus vivre ensemble, quoi. Hein, en gros, il y a eu une rupture c'est plus possible qu'ils vivent ensemble et ça, c'est juste réaliste, hein, quelque part, c'est-à-dire la réalité du terrain. Et donc, bon, cet appel à la paix, donc c'est-à-dire on commence la guerre, mais pour faire la paix tout de suite. Et vous remarquerez que tout le refus tout le blocage de ces négociations de paix vient de la partie ukrainienne, avec derrière les puissances occidentales, etc. Donc voilà, tout ce faisceau d'indices montre l'intention droite de Russie, qu'on pourrait, voilà, mais ça c'est pas direct, mais qu'on pourrait retrouver dans les interventions russes qui se sont passées en Syrie, en Libye, en Centrafrique, en Géorgie et en Arménie. Je vous conseille pour ça d'ailleurs, il y a un bon documentaire d'Arte sur ces questions-là, qui est très intéressant parce qu'ils interrogent que des opposants d'ailleurs, quasiment à Poutine, mais tous lui reconnaissent qu'en fait, il règle les problèmes et il fait respecter la justice dans ses différentes opérations. Et bon, c'est un peu triste pour la France d'ailleurs parce que en Centrafrique et dans ces endroits-là, la Russie remplace la France telle qu'elle faisait son travail auparavant d'essayer de faire un peu justice là-dedans. Mais bon, peu importe. Mais on pourrait aussi même aller prendre des indices plus anciens puisque Poutine a la chance d'être un gouvernement qui règne pendant longtemps dans son pays, donc il peut avoir une continuité dans sa politique. Et donc, le fait de la constance dans la politique extérieure est aussi un indice d'une intention droite. C'est-à-dire qu'on peut se retourner, hein, évidemment, hein, ça peut arriver ici ou là, mais enfin, c'est aussi un indice qui sont dans ce faisceau. Mais même sans utiliser cet argument-là, on a l'autorité juste, légitime, pardon, on a la cause juste, et tous les développements jusqu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut savoir, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire, de négociation de paix, des objectifs de guerre, comment ils sont accomplis sur le terrain, la protection des civils, le refus d'aller dans l'Ouest, etc. Tout ça indique que l'intention aussi est droite. Donc tous les critères de la cause de la guerre juste, pour ce cas-là, si on essaie d'analyser comme ça, alors c'est pas absolu, voilà, c'est une opinion que j'espère prudente et qui se fonde sur des faits, indique que cette guerre, tout indique qu'elle est juste, quoi. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que souvent, quand on fait de l'histoire, c'est vraiment clair, quoi. Il y a vraiment tous les niveaux partout. Cette guerre menée en Ukraine par Russie, tout indique, toutes les cases sont cochées pour correspondre aux critères de la guerre juste. En conclusion, donc, je vais faire 3 remarques conclusives. La première conclusion, c'est la notion de guerre juste que je viens de vous exposer, évidemment la notion chrétienne. Et en fait, il y a toutes les civilisations ont considéré qu'il existait des guerres justes et injustes, à la différence des rébellions internes, qui ça ont toujours été considérées comme toujours des crimes. Il n'y a aucune rébellion contre son monarque qui a été considérée comme juste.
Mais en revanche, la guerre entre pays, il y a toujours eu des guerres qui ont été considérées comme justes, mais simplement entre guerre chrétienne et pas chrétienne, les critères sont complètement différents. C'est-à-dire qu'en grosso modo, pour faire simple, pour qu'une guerre païenne soit considérée comme juste, il faut qu'elle soit formellement légaliste. Donc typiquement, par exemple, chez Rome, c'est avoir les augures de Dieu qui vous disent que vous pouvez aller en guerre, même si les augures sont trafiqués, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que les augures a dit que c'était bon et que on ait la forme légale dans telle ou telle civilisation qui soit respectée, que ça soit, je sais pas, pour le Sénat romain, pour les Romains, parce qu'ils avaient un Sénat, mais si c'est des choses un peu plus barbares, juste faire son rite, etc. Et la gagner. Si vous la gagnez, c'est bon, c'est juste. J'exagère un peu, mais à peine. Et en fait, vous remarquerez qu'au Japon, c'est assez visible dans un certain sens dans la réaction post-Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont gagné, donc c'est bon. C'est que la justice est de leur côté, au fond. Si vous demandez, je pense, au Japonais moyen, même s'il n'a pas forcément conscience de ça, c'est au fond ce qui se passe. Le gagnant a raison. Et évidemment, ce n'est pas les critères que je viens de vous exposer de la guerre juste chrétienne. Mais vous remarquerez, donc ça c'est ma deuxième remarque conclusive, c'est qu'on est revenu complètement du côté occidental. D'une part, dans le communisme est passé à l'ouest. Donc toutes les pratiques, je n'ai pas parlé trop des pratiques parce que bon, c'était pas forcément le sujet, je voulais parler de la réalité qui existait sur place. Mais toutes les pratiques qui sont utilisées pour la propagande, pour la manipulation des faits, pour les pressions médiatiques, pour l'interdiction des médias, la pression culturelle, enfin, c'est-à-dire qu'on est russe, donc on vous supprime de partout. Tout ça, ce sont des méthodes qui sont à la fois communistes, mais même, on revient à une sorte de paganisme de ce côté-là. Et donc, pour finir, c'est Solzhenitsyn. Je vous recommande vraiment de lire le discours que Solzhenitsyn avait fait à Harvard en 1978, qui expose exactement ce qui se passe, qui avait déjà tout vu à l'époque au niveau idéologique de ce transfert finalement de la révolution, de ce retransfert de la révolution de l'Est à l'Ouest, mais qui en fait replaque, si vous voulez, la révolution contre révolution qu'on avait en France de façon un peu modernisée ou sur des sujets qui peuvent être un peu différents, où le sous-homme, c'est pas forcément celui qui est pas citoyen français, mais là où ça va être le russe, où ça va être le non-démocrate pour les Américains, c'est ça qui a été souvent utilisé dans les dernières années, ce genre de choses. Mais c'est les mêmes schémas avec un côté puritaniste, donc on oublie les faits, ça devient le méchant gentil, ça devient donc total et extrême, et ça ne peut se régler que par l'extermination de son ennemi qui est forcément le mal absolu. Donc on revient dans ces schémas révolutionnaires qui sont en fait relativement païens, mais à la différence des païens, avec en moins le fait qu'à un moment donné, on essaie de se mettre d'accord parce que là, c'est même plus possible. Du tout, du tout, du tout. Mot de la fin, la restauration vite, parce que là, cette guerre aurait pu être évitée 50 fois si en France, un gouvernement royal ou un roi aurait simplement fait une politique juste simplement de bon sens et réaliste. Parce que là, vraiment, quand on regarde l'enchaînement des faits, tout a été poussé à bout pour la guerre, en fait, en Ukraine. Alors que ce n'était pas du tout évident au début. Donc la restauration vite. Et intéressant, c'est que Poutine nous montre l'exemple d'une sorte de restauration qui se fait en Russie, réaliste. C'est-à-dire qu'une restauration ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ça qui est intéressant quand on regarde un peu la situation en Russie. La société est extrêmement révolutionnaire. Enfin, elle a été très détruite et entamée par les 70 ans de communisme. Par exemple, la GPA est autorisée. L'avortement n'est pas interdit. Si on regarde quelques films russes, on voit très bien qu'il y a des endroits de pauvreté, de déclassement culturel, enfin, il y a des gros problèmes internes dans la société et que le pouvoir monarchique parce que le pouvoir de Poutine est, à l'heure actuelle a rempli un certain nombre de quand même, critères monarchiques réalistes, qui renoue avec son histoire et chrétien, travaille à une restauration pas du tout idéologique. Donc c'est vraiment le contraire de la révolution. Hein. La contre-révolution, c'est le contraire de la révolution. Et c'est un exemple que je ne m'étais pas intéressé avant cette histoire d'Ukraine, mais qui vaut le coup de regarder parce que je pense que c'est un des seuls exemples, enfin peut-être pas le seul, peut-être qu'il y en a d'autres dans le monde, mais je n'en ai pas conscience, d'une contre-révolution en pratique. Et qui donc réaliste, pas idéologique, qui prend son temps parce qu'on ne peut pas
On ne change pas les hommes comme ça, hein. Ce qui a été détruit ne se reconstruit pas comme ça. Reconstruire une maison, ça reprend du temps. Mais on se fonde sur ce qui reste et avec les bons principes, etc. Et on fait ça. Et deuxième chose, dernier point, là, donc c'était donc la restauration vide. Et puis, pour finir sur la vision surnaturelle, en tant que catholique, notez que cette une surprise, je pense qu'on peut dire que c'était une surprise de cette consécration de la Russie, bon, et de l'Ukraine, mais de la Russie par le pape et avec l'appel aux évêques du monde et avec aussi des évêques orthodoxes qui s'y sont joints de façon extrêmement intéressante, de la Russie au cœur immaculé de Marie, euh, par le pape François, où on aurait plutôt attendu qu'il fasse une consécration à Pachamama du monde entier, ou je ne sais pas quoi, et quelque chose de très intéressant qui se passe, qui était complètement inattendu, et où on a l'impression que pour la première fois depuis le schisme orthodoxe, je ne vais pas trop parler de ce sujet, hein, mais chose importante sur ce schisme, ce qui est très intéressant, c'est que dans chaque rite, sur place, tous les rites qu'on dit orthodoxes sont divisés entre catholiques et pas catholiques, en fait. C'est-à-dire que nous, disons, chez les catholiques, il y a tous les rites, en fait. Et en fait, sur place, quand il y a eu les schismes, en général, ça s'est divisé en deux, entre ceux qui ont reconnu le pape et ceux qui ont fait le schisme. Et depuis, pour des raisons plutôt politiques en général que religieuses sur le fond. Et ça s'est jamais eu, il n'y a jamais eu de possibilité de réconciliation. Mais bizarrement, cette histoire rebat les cartes. Rebat les cartes. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon opinion. Hein, voilà, rebat les cartes et donne une sorte, je trouve, de possibilité qui a pas existé dans l'histoire depuis, il me semble, très longtemps, où si Vatican se réappropriait la tradition, il serait très facile de discuter avec des catholiques. Et dernier point aussi, où l'idéologie révolutionnaire qui est passée dans l'Occident éclate au grand jour et où c'est très drôle presque de voir l'explosion chez nous de tous les schémas qui étaient figés depuis l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on a les anciens gauchos qui font pratiquement l'apologie des néo-nazis, en les excusant parce que c'était normal de résister aux méchants russes pendant la Seconde Guerre mondiale et que finalement, s'il y a des nazis aujourd'hui en Ukraine, c'est pas forcément logique. Et c'est les mêmes qui utilisaient l'argument nazi pour virer qui ils voulaient, ou qui, des vieux réflexes trotskistes ou je ne sais quoi, qui veulent assimiler Poutine à Staline contre tout bon sens et contre. Parce que Staline. Vous savez, hein, l'historiographie communiste a viré Staline comme le grand diable pour essayer de sauver le communisme. Donc, en essayant d'assimiler Poutine à Staline, on essaie de sauver quand même le communisme, mais en disant que c'est un grand méchant, alors qu'en 2017, Staline a inauguré un mur, je crois qu'en français on dit, Poutine, pardon, un mur du chagrin, justement pour commémorer à Moscou, pour commémorer les victimes de la répression politique de Staline, et il y en a eu beaucoup. Donc, bon, voilà, tout ça, en fait, dès qu'on regarde les faits, ça marche pas du tout, ce genre de ça, c'est faux, quoi. Mais donc, il y a toutes les contradictions internes qui explosent et, chez nous, en Occident. Donc, voilà. Donc, je propose qu'on passe aux questions, aux commentaires, aux informations en plus que vous pouvez avoir, etc. Voilà. Paul, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Moi, je voudrais revenir sur la notion de guerre juste, parce qu'il me semble qu'il y a deux autres critères. Un critère, c'est donc que toutes les voies pacifiques aient été explorées et qu'il n'y ait vraiment aucune solution, par exemple la diplomatie. Ultimation ratio, oui. Hein, et deuxièmement, que l'attaque soit proportionnelle à la menace. Et donc, enfin là, on peut quand même se poser des questions. Moi, personnellement, j'ai été très surpris qu'ils ne se contentent pas d'attaquer le Donbass, enfin d'envahir le Donbass et d'éliminer les troupes ukrainiennes qui menaçaient le Donbass. Mais là, visiblement, c'est une attaque à très grande échelle, y compris Kiev. Donc, enfin, il y a la question, est-ce que c'est proportionnel à la menace? Voilà, c'est un autre critère aussi de la guerre juste. Oui, c'est tout à fait. Bon, pour l'ultime ratio, je pense que oui, c'est-à-dire que dans le sens où tout indique que enfin, toutes les possibilités non guerrières ont été exploitées du côté du Kremlin et toutes ont eu un effet de non-recevoir. Après, pour le côté proportionné, en fait, il faudrait regarder
Depuis un an, hein, vraiment la concentration des armées russes est très importante avec une réarmée. Après, c'est une question tactique parce que par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez, l'armée ukrainienne, pardon, l'armée ukrainienne. Ce qui est très intéressant, vous remarquerez que par exemple, Kiev, pour l'instant, enfin, ça peut changer parce que le gouvernement ukrainien ne veut rien entendre, donc ils aggravent leur cas. Et on a l'impression qu'ils font tout pour que ça devienne une guerre jusqu'au boutiste et très sale. Quand on regarde comment ils se comportent dans les négociations, comment ils vont. Enfin, finalement, il fait pareil qu'à la télé, mais avec les différents gouvernements. Au Japon, vous avez vu, je ne sais pas celui, il a fait une conférence au Parlement européen, enfin, faire sa fille publique devant les parlements pour récupérer de l'argent. Enfin, c'est fou. Bah, il est très fort Euh, en communication, hein, bah, Zelensky. oui, c'est-à-dire que c'est son boulot, quoi. Il sait très très fort. Ouais, et puis c'est son boulot d'origine, disons, il s'y connaît. Mais par exemple, sur Kiev, justement, jusqu'à maintenant, l'armée russe ne veut pas aller à Kiev. Mm. Parce que s'ils avaient voulu en finir vite, il suffisait de raser Kiev, mais enfin, tout envahir, on ne s'occupe pas trop des civils, et puis on les prend en otage, et puis c'est fini, on met un gouvernement fantoche, et puis c'est fini. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils vont. Enfin, je dirais que euh, même des gens qui sont, disons, pas du tout totalitaires, auraient quand même bien envie de faire ça, quoi. On va au gouvernement, on les vire tous, et on met un petit gouvernement un peu plus Bah, normal. c'est Et ce qu'on voilà, pensait qu'il ferait, c'est ce qu'on pensait qu'il ferait, parce que justement. dans son discours de la guerre, il a dit qu'il voulait faire partir ces nazis qui dirigent l'Ukraine, etc., donc y compris Zelensky, hein, il voulait mettre à la place un autre gouvernement. Hein. Alors sur ce sujet, je suis pas, enfin, je connais pas, je suis pas sûr que Poutine dit ça. Non, il dit, il veut dénazifier, donc c'est-à-dire supprimer tous ces nazis qui sont dans plus que dans la sphère gouvernementale, dans l'armée. Mais enfin, il faudrait relire son discours, mais il n'y a pas du tout d'intention d'aller contre la légalité ukrainienne. C'est ça qui est très intéressant. Et ces actions, à mon sens, ont tendance à le prouver, puisque justement, il ne considère pas du tout que c'est un gouvernement illégitime, même s'il est injuste. Il ne considère pas qu'il faut remettre en cause cette légalité-là, alors que ça serait très facile de le faire, très facile et très tentant. Et il tombe même pas dans cette tentation qui est pourtant naturelle. Ouais. Finalement, il faudrait regarder vraiment les forces en puissance, mais la réplique ne semble pas du tout disproportionnée, parce que c'est une question tactique. C'est-à-dire qu'en Ukraine, enfin, en fait, un des objectifs de guerre, c'est de démilitariser. Il est évident que l'Ukraine ne va pas se démilitariser tout seul. Donc, en fait, ils prennent en tenaille l'armée ukrainienne existante qui est toute concentrée au Donbass pour éviter la ligne de front du Donbass qui est complètement fortifiée, qui ferait perdre du temps, qui ferait du massacre et qui, et évidemment, du côté, enfin, on sait très bien que là, enfin, j'en ai presque pas parlé finalement mais c'est quand même clé, tout ce va-t-en-guerre occidental. Si on laisse tout passer à l'ouest, ça peut créer un enlisement, faire quelque chose. Donc, disproportionné, pour l'instant, je ne vois pas, puisque c'est que ils évitent les villes au maximum, il n'y a que des objectifs militaires, etc., etc. Vous voyez, donc disproportionné. Oui, je posais la question. Voilà, non, non, Voilà. non, mais c'est une vraie question, et là aussi, pour l'instant, en tout cas, on ne va pas se compenser. J'ai pas regardé, en fait, il faudrait re-regarder le ratio qui a été mobilisé en Russie, mais c'est un ratio très bas, il n'y a pas eu de conscription. C'est pas du tout la majeure partie de l'armée russe. Ils veulent faire aussi la connexion avec la Transnistrie. Et ils ont utilisé un type de guerre qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que là, au niveau tactique, ça s'apparente à la Blitzkrieg des Allemands, mais ça n'a rien à voir. Oui, parce ça, c'est quelque chose d'important sur ce plan-là. C'est qu'ils ont une technologie balistique, donc de missiles, qui est la première fois utilisée et qu'aucune des autres puissances ne possède. Et qui fait qu'on peut atteindre n'importe quelle cible quasiment partout sans être paré. Et que c'est très précis et chirurgical. Donc on peut viser à l'autre bout du pays sans engager d'hommes, juste pour virer cette brigade internationale qui est inclue dans la guerre finalement, puisqu'ils viennent clairement faire la guerre aux Russes. Et sans toucher un civil, quoi. Juste des gens qui sont venus, des militaires. C'est très intéressant d'ailleurs, ce respect des droits de la guerre, parce que vous remarquerez que je n'ai jamais parlé à un seul moment d'une comparaison de ce que peuvent faire
en particulier l'armée américaine, surtout ces théâtres d'opération en Occident. Si on commence à comparer, on rit, quoi. Hein. C'est incomparable. Non, mais on n'a qu'à comparer un truc très local et pas trop éloigné de l'Ukraine, la Syrie. Oui, voilà, bien sûr, la Syrie, on a tout, on peut. Ouais, moi, je prends juste Hiroshima et Nagasaki, comme on est au Japon, voilà. Ouais. La question, c'est comment ça va se terminer? Bien sûr, moi j'en sais rien, je suis pas prophète. Élection de la Transnistrie. Est-ce que ça va faire un effet domino, style Troisième Guerre mondiale, un peu cette inquiétude? Oui, et puis enfin, il faudra bien que ça se termine un jour, mais on ne sait ni quand ni comment. C'est quand même très inquiétant. Oui, en fait, ce qui est vraiment, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, vraiment, de façon. Enfin, ce qui est vraiment inquiétant, c'est la. D'ailleurs, c'était ma première réaction quand j'avais écrit sur Alexis Agalier, parce que je connaissais rien à la situation en Ukraine, mais enfin, donc je voyais ce qui se passait de notre côté. C'est la folie, mais la folie pure et folle, pour le coup, des gouvernements occidentaux, que ce soit Macron, Biden et les médias, mais c'est juste va-t-en guerre. Comment créer une guerre totale alors qu'il n'y a pas de problème insoluble, quelque chose de complexe à régler, mais qui, entre gens intelligents, se règle, et alors qu'on est censé être en dehors de l'histoire, enfin de cette histoire-là en particulier, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est comment pousser. On a même l'impression, dans tout un tas de choses, qu'on veut pas qu'on va aggraver la situation, utiliser le moindre prétexte, pousser au crime. Le prétexte de l'armement au gaz, là, on tombe sur le cul. On sait très bien que les armes au gaz ne sont pas utilisables aujourd'hui sur le terrain. Et puis tu as Biden hier qui dit, oh là là, si jamais ils utilisent les armes au gaz, parce qu'on a entendu dire qu'ils allaient l'utiliser, alors là, ce sera la guerre avec l'OTAN. Alors que l'OTAN, déjà, même si, en imaginant qu'ils utiliseraient les armes au gaz, l'OTAN n'est pas agressée davantage qu'avant. Donc, ça n'est même pas justifiable pour une simple raison de règles internationales à la guerre, mais c'est surtout se mettre dans une posture morale et dans un mensonge probablement, parce que personnellement, moi, je ne crois pas que les Syriens avaient utilisé des gaz, de même que les Russes avaient utilisé des gaz en Syrie, je n'y crois pas. Je pense que tout ça, c'était des coups montés. Là, ils sont en train de préparer justement un coup monté. C'est vraiment l'impression que ça donne, quoi. Oui, et c'est tout à fait. Et c'est très, très, très dangereux parce qu'on est vraiment dans la logique de toutes les guerres totalitaires. Mais ce qui est très intéressant sur ce coup-là, justement, c'est que si on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle en particulier, en fait, à un moment ou à un autre, il y a ces provocations qui sont faites par la partie qui est très immorale, et puis l'autre, en fait, à un moment, cède à la provocation et répond à une injustice par une injustice. Et ça donne le prétexte pour faire une guerre totale, quelque part. Et pouf, ce qui est très intéressant jusqu'à maintenant, c'est que vraiment Poutine, on a l'impression qu'il fait tout, mais tout, pour pas céder à des provocations immenses. Mais bon, après, sur place, je pense que enfin, on va voir jusqu'où sont fous les gouvernements occidentaux, en fait. Hein. Mais c'est très intéressant ce qui se passe, en tout cas, sur le fond, parce que sur le fond, sur place, Poutine a déjà gagné, quoi. Après, c'est juste comment régler la guerre. Et il veut le faire de façon légitime, c'est ça qui est intéressant, quoi. Il veut pas virer Zelensky, quoi. Ça, je pense que il va peut-être le faire parce qu'il va être obligé à la fin de compte. Et c'est pour ça qu'il est très dangereux, cet homme-là, parce que s'il veut faire une guerre totale et tant qu'il dit je veux pas négocier, même si l'armée ukrainienne est détruite, ça peut faire quelque chose de terrible. Mais c'est fou parce que ça a vraiment de sa responsabilité totale, quoi. Et là, il n'est pas dépendant des États-Unis pour dire je négocie, hein, parce que c'est lui le président légitime, donc il a vraiment une responsabilité personnelle en plus. Hein. Alors, il y a Asselineau qui a des analyses parfois intéressantes, qu'on a fait une qui date de 3, 4 jours, peut-être une semaine. Quand on comprend le fil de sa pensée, alors il ne le dit pas exactement dans ces termes-là, mais en gros, cette guerre pourrait signifier la perte réelle de l'hégémonie américaine dans le monde. Oui, tout à fait. Il y a d'autres analyses. Je suis assez d'accord. Oui, moi aussi, je suis très d'accord avec ça. Il y a d'autres analyses qui sont complètement sur ce point de vue, en particulier sur là, en tout cas, la fin directe et clairement même presque immédiate de l'hégémonie du dollar. Parce que déjà, oui. Déjà, ça commence par là, quoi. Ah ben, ça commence par ça. Oui. Parce qu'en pratique, la Russie, la Chine ont leur propre système de paiement. Ils n'ont plus besoin de passer par le dollar. L'Inde a déclaré qu'ils allaient le mettre en place. Oui, mais ça y est, tu ne peux plus acheter du gaz depuis il y a 2 jours, je crois. Tu ne peux plus acheter du gaz en Russie sans le payer en roubles. Donc, même les Allemands vont devoir le payer en roubles. Ça y est, c'est décidé. Je pense que c'est la réponse de Poutine au blocage du SWIFT. Puis il a probablement même décidé de se débarrasser du SWIFT. Et puis, le SWIFT est sous contrôle américain.
Ce qui est drôle, c'est qu'elle a été poussée parce que ce qui est intéressant quand on regarde même dans l'État, il n'y a jamais eu de volonté spécifique de vouloir en sortir. C'est vraiment l'autre côté qui les pousse à bout. D'ailleurs, chose intéressante, c'est fou, je n'aurais pas cru que moi, enfin, j'étais un peu naïf sur ce point-là, mais que cet anti-russisme, enfin, de base aux États-Unis, soit aussi fort à l'heure actuelle. Donc, je savais très bien que il y avait ces vieux trucs enfin, ces vieux réflexes de la guerre froide qui parfois étaient opératifs aussi, mais à ce point-là, bon, il y a le côté démocrate. Mais parce que il y a un fait historique que je ne connaissais pas, que Franck Michelin d'ailleurs indique, c'est que le lobby juif américain est extrêmement composé des juifs qui viennent de cette région-là, en fait. Et donc, qui historiquement, avec les histoires de pogroms et tout Les ça, Juifs ukrainiens, oui. voilà, Oui, qui beaucoup. doivent être très anti-russes, traditionnellement. Peut-être que. Enfin, c'est quand même assez fou que c'est. Oui, contre tout bon sens. Mais bon, oui, effectivement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, moi, personnellement. Hein. J'en profite, puisque Paul, vous signalez Franck Michelin. Donc, Franck Michelin a fait c'est un historien qui enseigne au Japon. Il a fait une conférence la semaine dernière à l'UFE qu'on peut trouver sur le site de l'UFE japon.org sur l'histoire de l'Ukraine. Alors bon, c'est un professeur qui est de gauche, mais par contre, son panorama historique est extrêmement intéressant pour comprendre depuis l'Antiquité tout ce qui s'est passé sur ce territoire, comme l'a bien résumé Paul, toutes les invasions, etc., et les changements entre la Pologne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, etc. Donc, sur le site ufe-japon.org, vous avez cette conférence. C'est très intéressant, parce que c'est très factuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit, en fin de compte, prouve l'inverse de ce qu'il veut démontrer, en fait. L'Ukraine existe, en tant que nation, etc. Mais en tout cas, on aimerait bien qu'il y ait des vrais journalistes, quoi, hein, qui fassent un peu d'histoire aussi, et avec des vraies analyses. Parce que ce qui est très inquiétant, je ne sais pas vous mais c'est devenu vraiment idéologique, quoi, je trouve, hein, Puis le problème, il y a une telle propagande que les gens sont extrêmement sensibles à tout ce qu'ils voient sur les médias et surtout avec le côté émotionnel. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On supprime la pensée, la raison. C'est ça qui est très inquiétant.